Bienvenue à notre échange d'aujourd'hui. Nous allons découvrir la société Philips Media, qui est le leader français de l'affichage digital extérieur sonore sur les distributeurs de carburant. Bienvenue à ses dirigeants. Manuel Berléand, vous êtes le PDG. Bonjour. Bonjour. Et vous, Aurélien Griot, vous êtes également un des cofondateurs et vous êtes le directeur général délégué. Oui, bonjour. Donc, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux. Alors, les objectifs de ce webinaire, ce sera premièrement, de bien comprendre qui vous êtes, votre activité, votre potentiel de développement, votre business model, vos objectifs. Et deuxièmement aussi, bien sûr, il y a votre introduction en bourse qui est votre actualité. Cette introduction en bourse, elle est proposée jusqu'au 23 juin. L'objectif, vous avez l'objectif de lever entre 10 millions et 13,2 millions d'euros et d'être coté sur Euronext Growth. Et donc, c'est possible avec un PEA, un PEA PME, un compte titre de pouvoir souscrire à votre introduction en bourse. Et quand on est client EasyBourse, c'est simple, on peut le faire directement en ligne depuis l'espace dédié aux introductions en bourse ou depuis sa messagerie. C'est quelques clics et sachez qu'il n'y a pas de frais de courtage quand on souscrit à votre opération en bourse sur EasyBourse. Voilà. Et puis, bien sûr, il y aura aussi toutes les questions des participants et la chance d'avoir les deux dirigeants qui vont répondre à tous les besoins de questions ou autres. Alors, pour aller vite dans le vif du sujet, Manuel et Aurélien, je vous propose de nous expliquer, qui vous êtes et qui est Philips Media. Très bien. Je vous propose effectivement qu'on commence directement sur la présentation. Philips Media est avant tout une histoire humaine. Donc, je vais effectivement vous donner un petit peu de contexte sur la genèse de l'histoire. On a été étudiant en master de marketing et vente. Et à ce moment-là, en fait, on réalise un mémoire sur l'efficacité de la publicité extérieure. Et à cette occasion, on réalise une interview d'une personne assez importante chez JCDecaux qui s'appelle Albert Asseraf, qui était en charge des études, pour lui demander son avis sur notre sujet d'étude. Et lui nous décrit le média du futur comme un média qui est qualitatif, quantifiable et qui entretient une relation intime avec son audience. À partir de ce moment-là, pendant 3 mois, on réfléchit énormément à qu'est-ce qu'on pourrait créer comme support qui correspondrait à ces critères. Et un jour, en faisant le plein d'une voiture, on a un flash et effectivement, on a cette idée-là d'installer des écrans sur les distributeurs de carburant. On a développé cette idée-là pendant 1 an en master entrepreneuriat. Et en 2006, vous savez, le concept de l'étudiant entrepreneur n'existait pas. Donc, à ce moment-là, on nous a dit, écoutez, c'est bien, votre projet est excellent, mais vous êtes trop jeune et la France n'est pas prête. Donc, on est respectivement tous allés travailler dès 2017. Pour ma part, j'ai exercé des fonctions commerciales à la fois de manière très opérationnelle et à la fois en termes de management et de direction chez Completel. Donc moi, je suis également cofondateur et directeur général, comme vous l'avez dit en introduction. J'ai un passé d'auditeur financier commissaire aux comptes pendant 10 ans chez Mazars. Julien Rabin, qui est le 3e cofondateur, qui occupe la fonction de directeur commercial et qui a une expérience de commercial grand compte chez Cégide. Et enfin, Quentin Michetti, le dernier des 4 cofondateurs, qui est aujourd'hui directeur technique, qui a eu un passé en fait en tant que chargé de mission dans des cabinets d'expertise comptable et qui s'est formé au cours des 10 premières années de la vie de Philips Media pour aujourd'hui assumer pleinement son rôle de directeur technique. Pour présenter Philips Media, on a une activité qui est très simple à comprendre. On est une régie publicitaire, on installe des écrans sur les distributeurs de carburant et on diffuse de la publicité et de l'information à des automobilistes durant la prise de carburant. C'est un moment où effectivement ils s'ennuient, ils sont très très disponibles pour recevoir de la publicité et de l'information durant 4 à 5 minutes. Philips Media est une société qui a toujours été caractérisée par une forte croissance et une forte rentabilité. On a d'ailleurs été consacré cette année à la 68e place par le quotidien Les Échos dans son classement des 500 champions français de la croissance. Et le Financial Times nous a également conféré la 436e place parmi les 1000 entreprises européennes connaissant la plus forte croissance. Sur la partie droite, vous voyez effectivement des images. 2011, on a commencé avec des écrans qui sont incorporés à l'intérieur de la pompe, qui sont directement situés sur la pompe. C'était les écrans des terminaux de paiement bancaires. Ces écrans ont évolué et sont en train d'évoluer vers une norme un petit peu plus, effectivement, plus jolie, plus visuelle que vous voyez, ce sont les écrans 19 pouces.
Et puis, l'essentiel, le driver de croissance, c'est ce qu'on a commencé à installer de 2015. Ce sont nos écrans 22 pouces. Et ces écrans 22 pouces, aujourd'hui, ils s'installent sur n'importe quel type de pompe en 45 minutes sans faire de travaux lourds et sans fermer la station. Ce qui fait qu'en une demi-journée, vous êtes en capacité d'installer une station de type Total, par exemple. Ce qui nous confère effectivement un aspect, d'un point de vue technique, relativement plug and play et qui plaît à énormément de gens et qui facilite l'exploitation. Notre histoire, elle se résume en quelques dates phares. On va commencer par 2011. 2011, avec notre projet d'étudiant, notre idée, notre expérience professionnelle acquise, on est allé voir Token, qui est le leader de la maintenance et la construction de stations au niveau européen. Et on leur a demandé de construire nos fameux écrans pour venir les installer, les visser sur leur pompe. Token nous a dit, écoutez, on a peut-être effectivement un peu mieux à faire dans un premier temps. Moi, aujourd'hui, j'ai un parc de 400 stations qui est équipé de 2000 écrans et on aimerait bien effectivement créer une régie publicitaire qui permettrait de vendre de l'offre publicitaire. Voilà. À partir de ce moment-là, on a dit, OK, on est prêt à le faire, on est prêt à soumettre un test. Néanmoins, ce qu'on a envie, c'est d'avoir les mains totalement libres pour recréer le marketing, la grille tarifaire, la politique commerciale et surtout mettre au milieu de tout ça le nom de Philop Media, notre société. Ça nous a permis, de 2011 à 2015, de connaître un certain succès, de faire une vraie preuve de concept, puisque ça nous a permis de doubler quasiment le chiffre d'affaires chaque année et de réaliser jusqu'à 500 000 € de chiffre d'affaires. 2015, c'est vraiment la deuxième vie de Philop Media. À ce moment-là, on se dit, on a vraiment tout intérêt à écouter nos clients qui nous disent que notre idée est géniale, mais qu'il faudrait installer nos écrans 22 pouces sur des lieux mieux, en fait, globalement plus qualitatifs, sur des zones d'activité à plus fort passage. Et donc, ça a été l'occasion de réaliser une première levée de fonds. Et ça nous a permis effectivement de réaliser notre rêve, construire ces fameux écrans pour les installer dès 2016 sur 30 stations chez Eni. 2017, fort d'une croissance qu'on avait déjà connue, 2017, on a choisi effectivement de réaliser une seconde levée de fonds parce que le marché Carrefour nous ouvrait les bras avec la possibilité de déployer 100 stations. Et cette levée de fonds nous a également servi en 2018 à déployer 100 stations chez Total. 2019, c'est une première période effectivement de croissance. Et si on fait un zoom sur la période 2016-2019, on passe de 680 000 € de chiffre d'affaires à 5 millions, ce qui fait à peu près 660% de croissance. Donc, on voit qu'effectivement, que sur ces 4 années-là, on a connu une trajectoire de croissance qui est phénoménale. 2020, le Covid, tout le monde l'a connu, tout le monde a été embêté par ça, nous, beaucoup moins que les autres. On dit souvent que les entreprises, les médias, avec les recettes publicitaires, sont embêtés par les crises économiques et en l'occurrence par les pandémies. Ça n'a pas été le cas pour Philop Media parce qu'on a un business model résilient, on va en parler beaucoup plus après, un business model résilient qui nous a permis de réaliser le même chiffre d'affaires qu'en 2019, alors qu'en 2020, nous avons été arrêtés pendant 4 mois. 2021, c'est le retour immédiat à l'hypercroissance pour nous, avec 36% de croissance et un chiffre d'affaires à 6,8 millions d'euros. On a eu ce succès-là tout simplement parce qu'en 2020, on a continué à travailler tous les jours pendant le confinement, à former les collaborateurs, à maintenir effectivement tout le monde et à les rendre, à les perfectionner concrètement, afin de redémarrer très 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 vite et ce fut un succès. Nos métiers sont assez simples. La régie publicitaire, donc un métier qui consiste à installer les écrans et ensuite tout simplement aller vendre de l'espace publicitaire en priorité aux acteurs locaux, aux annonceurs locaux, aux entreprises locales qui sont à proximité de la station ou alors situées dans le bassin de vie. C'est ce qui aujourd'hui ramène 100% du chiffre d'affaires. On produit des contenus, des spots. Donc aujourd'hui, on produit plus de 2500 spots. Ce sont les spots que nous diffusons donc pour nos annonceurs et c'est aussi les contenus que nous produisons pour nos enseignes. Nous en parlerons juste après. On gère également d'un point de vue technique la bonne santé, le bon état de marche de nos écrans. Nous n'avons pas d'équipe sur le terrain, cela n'a aucun sens. Nous avons des prestataires de services qui sont également en charge d'installer nos écrans et qui sont en charge globalement de la maintenance curative et d'intervenir en station quand effectivement nous pouvons avoir un besoin. La quatrième activité qui a été développée, elle part d'un constat, d'une réflexion en 2020 de dire on a la chance chaque année de produire 2500 contenus. Comme vous le savez, le contenu, c'est une rareté, c'est quelque chose qui est compliqué à réaliser. Et on s'est dit, pourquoi on ne proposerait pas à nos clients qui diffusent déjà sur les écrans situés sur les pompes, de remettre au format le clip et de le diffuser sur les réseaux sociaux
afin de leur proposer une offre complémentaire qui viendrait associer la notoriété qui est associée effectivement à nos écrans station à des incentives qui permettent effectivement de provoquer l'acte d'achat immédiat ou d'informer sur une promotion sur les réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, on parle de Facebook, Instagram, on parle de LinkedIn et de temps en temps, voire même de plus en plus, de TikTok. Ce qui nous confère un rôle assez prédominant chez nos annonceurs locaux, puisqu'on fait plus que leur proposer une prestation de service, on vient en partie gérer leur communication. Je vais maintenant vous parler du modèle et de ses atouts. Le modèle, là aussi, il est plutôt assez simple à comprendre. On va constituer une première sphère. Cette sphère, elle va être constituée des réseaux qui nous accueillent, qui nous permettent de déployer nos écrans chez eux. À eux, on va leur faire une proposition de valeur qui est assez simple. On va installer gracieusement nos écrans sur une centaine de stations que nous avons choisies. Le distributeur en question, quel qu'il soit, n'a pas la main sur le choix des stations. On va leur proposer de leur octroyer 25% du temps de parole, c'est-à-dire 3 fois 10 secondes. Ces 25%, pour eux, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère où le prospectus, le papier, tend à disparaître et c'est pour eux l'occasion de maintenir sur un certain axe de la communication sur leurs produits, leurs services, leurs animations commerciales, etc., etc. Nous venons essayer effectivement aussi réaliser ce temps de communication, c'est-à-dire que c'est nous qui allons réaliser les spots proposés. 75% du temps restant est réservé à Fill-Up Media, c'est-à-dire 9 fois 10 secondes que nous allons vendre à des annonceurs locaux, régionaux ou nationaux. Voilà. On va leur proposer également de leur reverser une quote-part du chiffre d'affaires. Quote-part du chiffre d'affaires qui sera proportionnelle au niveau de chiffre d'affaires qui est généré, donc quelque chose d'assez agile et flexible. En contrepartie, on va leur demander 2 choses. Une exclusivité totale sur tout autre média dans la station. C'est-à-dire que globalement, dans l'environnement à proximité de la pompe, sous le haut-vent de la station-service, nous ne voulons aucun concurrent parce que c'est notre endroit pour communiquer de manière efficace avec notre audience. On va leur demander aussi un contrat de 6 ans, un contrat d'exploitation de 6 ans qui va nous permettre d'installer, de nous développer, de rentabiliser et de préparer les croissances futures. Sur l'histogramme de droite, vous allez voir, mais je vais passer rapidement, globalement, notre parcours en termes de construction de parc. Comme je vous l'ai dit, 2011, on démarre avec 400 stations, 2000 écrans. Et puis à partir de 2015, une trentaine de stations chez Agip et NI, une centaine ensuite chez Carrefour et une centaine chez Total, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un parc total de 630 stations-service. L'image que vous voyez là avec la carte de France, elle est vraiment représentative de notre impact en France, de notre présence. On est présent de partout et vous remarquez quand même qu'on a une concentration qui est très très forte à proximité des grandes agglomérations, des grandes métropoles. Aujourd'hui, ce réseau-là, il est constitué, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 630 stations-service et de 4000 écrans. Ces 4000 écrans nous permettent de toucher chaque semaine 4 millions d'automobilistes. Je vais vous demander de vous concentrer sur le bandeau que vous avez en bas, le bandeau noir, parce qu'il vient à la fois consacrer l'idée qu'on avait eue quand on était étudiant, mais surtout, il vient consacrer notre idée et notre investissement rentable que nous avons eu depuis 2015. Ces 230 stations avec des écrans 22 pouces qui ont été déployés après 2015, elles représentent aujourd'hui 72% du chiffre d'affaires. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous souhaitons effectivement disposer de liquidités pour déployer notre parc de manière conséquente et renforcer notre présence et démultiplier notre chiffre d'affaires. Tout à l'heure, je vais parler de la première sphère. La première sphère, c'était bien évidemment ceux qui accueillent nos écrans. Maintenant, je vais vous parler de la seconde sphère de clients. C'est ceux qui payent pour être diffusés sur les écrans, c'est-à-dire les annonceurs. Aujourd'hui, on a un portefeuille de plus de 3200 clients annonceurs. 70% du chiffre d'affaires est réalisé par des entreprises locales, donc des artisans, des commerçants, des restaurateurs de toutes sortes. Le monde de l'automobile qui est assez vaste, du garagiste, du concessionnaire, des entreprises qui vous changent le pare-brise, les acteurs de l'immobilier, mais également la sphère du loisir qui est assez vaste avec des salles de gym, du bowling, du karting, de l'acrobranche, tout ce que vous pouvez imaginer. On a un modèle de croissance qui est résilient. Je l'ai dit tout à l'heure effectivement un petit peu. Pourquoi il est résilient? Parce qu'aujourd'hui, auprès de cette cible d'annonceurs locaux, on leur apporte une solution qui est clé en main et on les accompagne tout au long de la diffusion chez nous. On va leur vendre l'espace, on va leur réaliser le contenu et tout au long de l'année, parce que généralement, on leur propose des contrats qui vont de 6 à 12 mois et majoritairement des contrats de 12 mois,
Et ben, durant ces 12 mois, on s'occupe d'eux, on leur téléphone régulièrement pour savoir s'ils veulent changer de clip, s'ils veulent mettre à jour certaines informations. Et cette démarche-là est très, très, très appréciée. Enfin, on est résilient parce qu'on a réalisé le même chiffre d'affaires en 2020, en pleine pandémie de Covid. On a réalisé le même chiffre d'affaires qu'en 2019, alors qu'en 2020, je tiens à le rappeler, on a été arrêté pendant 4 mois. La seconde sphère de clients, c'est les annonceurs nationaux, donc ceux que vous voyez tous, effectivement, globalement en télé, en radio, etc. C'est majoritairement des acteurs du service, de l'automobile, de l'assurance. Ils nous aiment beaucoup parce qu'en fait, on a une certaine flexibilité avec notre média. On peut faire du ciblage géolocalisé, c'est-à-dire que Ford peut diffuser une publicité sur notre réseau et la personnaliser en fonction du nom du concessionnaire, en fonction d'où est diffusée la publicité. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'ils reconnaissent une certaine veine et une certaine, globalement, cohésion, cohérence avec un segment qui se développe de plus en plus, qui est la télé segmentée. Parce que les écrans Philips Media, effectivement, on pourrait aussi les comparer à une chaîne de télé en station-service qui a la possibilité de faire du décrochage local, du décrochage national, et d'envoyer ou de personnaliser la publicité avec un temps d'actualisation qui doit être de l'ordre de 30 secondes. Les agences médias, aujourd'hui, il faut savoir que le marché national, il est rare que les annonceurs communiquent en direct via les régies, mais passent par des centrales d'achat médias, les plus connues par exemple Havas et Publicis, qui vont acheter l'espace publicitaire pour diffuser les campagnes de leurs clients. Ces entités-là aussi nous aiment beaucoup parce qu'effectivement, on a tous les codes des grands acteurs du marché, comme Deco ou Clear Channel, avec des spots 10 secondes. Et on est aujourd'hui effectivement très aussi moderne dans notre approche, puisqu'on a su passer tout un tas de partenariats avec des plateformes de programmatique comme Hivestack. Voilà. J'avais une petite question. Est-ce que ces agences ne veulent pas justement maîtriser le contenu et le message et concevoir elles-mêmes les spots? Alors, il faut bien différencier une agence de communication d'une centrale d'achat média. Certaines comportent les deux, je suis bien d'accord avec vous, mais là, en l'occurrence, par exemple, quand on va parler de Dentsu ou de Havas Media, son rôle aujourd'hui, c'est d'être une centrale d'achat pour les annonceurs nationaux. Donc, Ford, elle va effectivement concourir à des appels d'offres pour gérer les budgets. Donc, quand elle a gagné, par exemple, le budget de Ford ou de Volkswagen, elle va se charger de la stratégie de communication de cet annonceur pendant plusieurs années. Et quand son annonceur va lui dire écoutez, moi, j'ai effectivement une partie de mon objectif business cette année qui va être de la vente de voitures, mais qui va être aussi de développer des services comme l'entretien, l'après-vente, la recharge de clim avant les vacances, par exemple. Et cette agence média, elle va du coup déployer l'ensemble des médias à sa disposition pour atteindre les objectifs de son client. Et bien évidemment, Philips Media étant référencé comme d'autres médias, on vient effectivement très souvent en complémentarité de plans médias télé, de plans médias radio, et on se greffe à ce plan média-là, et ensuite, effectivement, ça nous permet de signer des contrats et de diffuser la publicité en complément d'autres médias. Okay. Mais ces gens-là, aujourd'hui, soit effectivement, ces grandes agences médias ont déjà un clip qui est prêt, et dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez avoir une filiale de Publicis dans la création, ou Buzzman, par exemple, qui est assez connu aussi, qui va charger de réaliser le contenu. Et dans ce cas-là, nous, soit on va adapter le contenu à notre format, soit on va être amené, effectivement, des fois même à le créer. Des fois, il arrive même qu'on nous livre des clips destinés à l'affichage digital, donc sans son. Et étant donné que nous avons du son, il n'est pas rare qu'on fasse réenregistrer une voix off pour aider l'annonceur. Okay. Je vais me permettre maintenant de faire un focus sur notre audience. Donc, on a une audience effectivement qui est mixte, qui à 80% est propriétaire de son véhicule et qui utilise son véhicule à hauteur de 84% tous les jours. Voilà. Donc, on est effectivement, vous doutez bien à travers mon propos, aujourd'hui, notre cible, ce n'est pas le cœur de Paris, ce n'est pas le cœur des centres-villes. Nous, aujourd'hui, notre média, il est très efficace dans les zones d'activité commerciale qui sont des fois en première, deuxième, troisième couronne, voire même des fois dans des coins, effectivement, dans des zones qui sont assez rurales. Ensuite, on a une audience qu'on arrive à toucher durant un moment qui est très qualitatif. On a une audience qui, à 90%, fait le plein en moyenne tous les 10 jours. Ça veut dire que déjà, on arrive à les toucher 3 fois dans le mois. Et quand on les touche longtemps pour une durée assez conséquente. Pourquoi? Parce que 79% prennent du carburant jusqu'à atteindre le plein de leur réservoir. Ça veut dire qu'ils sont effectivement avec nous durant 4 à 5 minutes. Ensuite, on a une cible qui est assez fidèle à sa station-service.
69% qui se rendent systématiquement à la même station-service. Et vous pouvez regarder vous-même dans vos habitudes, vous fréquentez la plupart du temps la même station-service, c'est la station-service qui est à côté de la maison. Et de temps en temps, quand vous faites une infidélité à votre station-service, c'est celle qui est à côté de votre travail. La dernière donnée, les 63%, c'est une donnée qui est fondamentale et qui fait qu'aujourd'hui, les réseaux de distribution de carburant ont besoin de nous, et notamment en fait les GMS. On a 63% des personnes qui déclarent faire leur plein de courses et leur plein de carburant sur la même enseigne, sur le même lieu. En revanche, ce que dit aussi l'étude, c'est que 37% font le plein uniquement de carburant dans un hyper ou un supermarché, mais font leurs courses ailleurs. Ce qui veut dire que nos écrans sont une formidable opportunité pour les GMS de diffuser de la publicité afin de convaincre ces 37% de souscrire à leur service ou de venir bénéficier de différents produits distribués à l'intérieur du magasin pour les convertir en clients. Et dans une ère, je le répète, où le prospectus tend à disparaître, où la digitalisation est assez massive, c'est un argument de poids pour convaincre les GMS de nous rejoindre. Je vous l'ai dit effectivement tout à l'heure, aujourd'hui, on a une équipe effectivement qui est structurée pour accompagner la croissance. On a une équipe qui a envie de nous accompagner. Cette équipe-là, aujourd'hui, elle est structurée autour de valeurs fortes, le travail, le collectif, la passion. Aujourd'hui, nous, on a des collaborateurs, on veut que ce soit des intrapreneurs. On n'a pas envie d'avoir des collaborateurs qui soient des machines, on veut des gens qui émettent des idées, qui discutent, qui proposent, parce que c'est eux qui sont au quotidien en relation avec le terrain et c'est important. Et puis dans l'entreprise, c'est vraiment un dogme chez nous, la réactivité. Aujourd'hui, très peu d'entreprises sont vraiment réactives et cette réactivité, je trouve qu'elle permet de donner au client toute son importance et de se sentir effectivement important et écouté. Donc ça, c'est des valeurs qui sont, avec lesquelles on a fédéré en fait nos équipes et nos partenaires. Et notre équipe aujourd'hui, elle est très bien structurée. On a une organisation commerciale avec 6 directions régionales et 20 commerciaux. Ces 20 commerciaux, ils ont une connaissance très fine du tissu économique local, puisque généralement, ils vivent dans les secteurs de leur station. On a une direction de la télévente avec 3 commerciaux qui vont être en charge de traiter les appels entrants, qui sont très nombreux, et qui vont être en charge aussi de gérer la fidélisation de nos clients tout au long de l'année. On a des compétences en marketing digital et en réalisation de contenu, je vous l'ai dit, plus de 2500 contenus réalisés l'année dernière. Et ça, il y a une équipe de 8 personnes qui à la fois produit des contenus, est en capacité aussi de programmer les contenus sur les réseaux digitaux, le produit dont je vous parlais tout à l'heure. On a un service technique transverse qui vient boucler cette jolie équipe, qui est composé de 2 personnes. On va faire effectivement de la coordination de prestataires, puisqu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont réparties sur tout le territoire, des entreprises comme Madig, Tokem, Lanzerat ou Castres. Je vais passer la parole à Aurélien qui va vous parler de notre historique de croissance rentable. Merci Manuel. Donc effectivement, l'histoire de Philip Media, c'est avant tout une histoire de croissance rentable. On le voit directement sur le graphique qui est sur la droite de l'écran. La croissance de Philip Media, elle se fait en termes de chiffre d'affaires par palier. Premier palier 2017-2018 avec un gros gap. Deuxième palier 2018-2019. Et en fait, ça correspond à la signature de contrats structurants avec les enseignes de GMS. 2017-2018, c'est l'effet Carrefour. 2018-2019, l'effet Total. La particularité 2019-2020 où on a stagné en chiffre d'affaires, je ne vais pas me réétendre sur le sujet, Emmanuel a parlé de la crise du Covid qu'on a tous connue. Le point intéressant, c'est 2021 avec une croissance de chiffre d'affaires de 36% pour atteindre 6,8 millions d'euros qui se fait sans ajout de nouveaux écrans sur notre parc. Donc c'est vraiment une optimisation du parc d'écrans existant, un meilleur taux de remplissage, une meilleure productivité de nos équipes commerciales qui font qu'on a pu atteindre cette croissance. On peut noter également la progression constante de notre nombre de clients, notamment en local, qui progresse tous les ans, et une prédictibilité importante du chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'on a un taux de renouvellement. On viendra en détail sur le mode de commercialisation. Au niveau du local, on commercialise des abonnements à l'année, donc c'est des contrats de 12 mois qui sont prélevés tous les mois à nos clients, et on a un taux de renouvellement qui est de l'ordre de 40% sur le premier trimestre 2022 et un objectif en fait de renouvellement à 50% en fin d'année. La croissance de l'EBITDA, elle suit exactement la même évolution que le chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'on a des frais de structure qui sont maîtrisés, on les connaît et on les maîtrise et on les suit régulièrement, et une force commerciale déjà en place qui ne nécessite que quelques ajustements à chaque fois qu'on vient rajouter de nouveaux réseaux. Aujourd'hui, on a 230 stations 22 pouces.
quand on va en rajouter 230 supplémentaires, on ne va pas multiplier par 2 la force commerciale, mais on va simplement procéder à quelques ajustements pour vraiment que notre maillage géographique soit optimal. Et donc, on aura une forte progression du taux de marge d'EBITDA dans le futur. Le modèle économique, il est très prédictible, il est très simple. On sait que généralement, on parle de 100 stations comme base et comme postulat de départ, tout simplement parce que c'est ce qu'on a fait par le passé, c'est ce qu'on fera dans le futur. Quand on équipe un nouveau réseau, on sélectionne les 100 plus grosses stations, les 100 stations les plus intéressantes d'un point de vue publicitaire. Donc, c'est là où il y a la plus forte audience, mais également dans des endroits géographiques qui sont intéressants, des bassins de vie économiques notamment. On sait que les 100 stations vont nous coûter en investissement 3 millions d'euros. Alors, le 3 millions d'euros, on dit de l'ordre de 3 millions d'euros, tout simplement parce que ça va dépendre si on est chez un pétrolier ou chez une GMS, où les tailles de stations et donc le nombre de caissons installés sont un peu différents. Donc, on va être plutôt entre 2,8 et 3,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires, on connaît le ramp-up de notre chiffre d'affaires de par l'expérience de déploiement qu'on a pu avoir chez Carrefour et chez Total. En plus, on sait très bien qu'en ajoutant des nouveaux réseaux, comme je le disais, le maillage géographique est déjà couvert par la force commerciale et donc il sera optimisé dans les déploiements futurs. Le ramp-up, il se fait sur 3 ans. Première année, 2,5 millions d'euros. Deuxième année à 3 millions d'euros. Troisième année à 3,3 millions d'euros. Et on continue à 3,3 millions d'euros sur les années 4, 5 et 6. C'est une position prudente. On se limite à un taux de remplissage de 80%, mais c'est nos habitudes de faire. On préfère ne pas faire de fausses promesses et partir sur un objectif de taux de remplissage qui est atteignable. Cela nous permet de générer 18,7 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les 6 années d'exploitation du contrat. Bien entendu, nous avons des dépenses de gestion d'entretien qui sont récurrentes, elles sont maîtrisées, elles sont contenues, notamment en ce qui concerne la maintenance. On sait que c'est souvent les coûts cachés qui causent la perte de certains réseaux d'affichage. Chez nous, après 4 années et demie d'existence, on a un taux de fonctionnement de nos écrans qui est de 98,2% aujourd'hui. Donc, on a très peu de dépenses cachées. On ne dépasse pas nos budgets de maintenance. Ça nous conduit à un taux de marge brute de 58% après amortissement du matériel et après, évidemment, redevances versées aux annonceurs. Pourquoi le modèle il marche? Tout simplement parce qu'il est créateur de valeur pour l'ensemble des parties prenantes à notre solution. D'abord, les partenaires pétroliers GMS, comme Manuel l'a dit tout à l'heure, quand on étudie les statistiques, 37% des clients de la station ne sont pas clients de l'enseigne. Donc, en fait, tout l'intérêt pour nos partenaires, c'est d'attirer ces prospects dans leur magasin pour générer du trafic en magasin et augmenter les ventes. On leur permet également d'innover sur la communication, tout simplement en remplaçant l'affiche carton qu'on avait traditionnellement l'habitude de voir, qui était collée au bon vouloir du gestionnaire de la station, par de l'affichage digital qui est pushé en fait à un moment donné pour l'ensemble des stations de la même enseigne. Pour les annonceurs clients, on leur permet de communiquer sur un support qui est innovant de manière très impactante. On touche une cible qui est disponible, captive, qui n'a rien d'autre à faire. Elle est dans une situation d'attente et dans une zone de chalandise qui est vraiment très précise. Et enfin, de par notre mode de commercialisation par système d'abonnement annuel, on travaille sur la notoriété long terme de nos annonceurs locaux. Enfin, pour l'audience, on permet d'égayer un peu la prise de carburant, surtout en ce moment où l'essence est devenue très chère, en diffusant à la fois des contenus informatifs, mais également des bandes annonces pour du cinéma, par exemple. Mais également, on leur permet de raccourcir la perception de temps d'attente à la pompe. On a une démarche RSE chez Philop Media qui est en parfaite adhérence, en parfaite cohérence avec l'ADN de notre groupe. Tout d'abord, la responsabilité environnementale, elle est vraiment au cœur de notre offre. Comme je viens de le dire, on est une offre 100% digitale et réactive qui vient remplacer une offre papier, carton qui nécessitait du transport et de la main-d'œuvre. On a une action de compensation de notre empreinte carbone parce qu'on sait très bien que nos écrans consomment un peu d'électricité. Donc, deux actions même qui sont en place. Tout d'abord, à travers les entités qui nous hébergent, qui, elles, s'engagent à ne consommer que de l'énergie verte. Et nous, de notre côté, on a un programme de reforestation qui est en cours d'études et qui sera lancé en fin d'année pour compenser cet effet carbone qui résulte de la consommation d'électricité. On a une contribution au dynamisme économique local, tout simplement parce qu'on met en avant aujourd'hui 70% de notre clientèle est une clientèle locale, donc on met en avant des services locaux, on favorise le circuit court et on a nécessairement un impact positif sur l'emploi. La culture au sein de Philop Media, elle est collaborative. On a aujourd'hui un engagement pour la parité homme-femme. On a 60% du management aujourd'hui qui est féminin, avec un CODIR composé de 3 femmes pour 7 personnes au total.
Une évolution interne qui est plus que favorisée. Aujourd'hui, tous les managers en place chez Philop Media sont des gens qui ont évolué chez Philop Media, qui ont été formés et qui ont pris des responsabilités. On a enfin un engagement sociétal au quotidien, tout simplement en utilisant notre espace invendu pour diffuser gracieusement des messages en faveur de grandes causes comme le Téléthon, les Restos du Cœur ou la Fondation Abbé Pierre, la Fondation des Femmes, entre autres. Et on a également un partenariat très fort avec le ministère de la Justice qui nous permet de diffuser tous les messages de l'alerte enlèvement. C'est un partenariat qui nous tenait à cœur et qui est un partenariat très structurant car il est engageant. Nous avons, à partir du moment où le procureur émet l'alerte enlèvement, nous avons 1 heure pour diffuser le message mis en place sur l'ensemble de notre parc d'écran. Donc pour nous, c'est vraiment un gage de qualité de nos services et de réactivité. Le marché, intéressons-nous au marché de la publicité globale et principalement du marché du DOH. Donc le marché de la publicité, historiquement, il a connu des croissances à 2 chiffres sur les années précédentes, et particulièrement le secteur du DOH, le digital out of home, donc la publicité sur écran en extérieur. 2020, je ne reviens pas dessus, tout le monde s'est effondré. Philop Media a eu la chance de maintenir son chiffre d'affaires de l'année précédente, donc ce qui était déjà une belle performance, quand des mastodontes comme JCDecaux ou Clear Channel connaissaient des décroissances de l'ordre de 40%. Le marché publicitaire, d'un point de vue global, a repris très fortement en 2021, 18% par rapport à 2020, sur l'ensemble des recettes publicitaires médias en France, et particulièrement le segment digital, le segment qu'adresse Philop Media, qui a repris 35% en 2020 par rapport à 2021. Donc on peut vraiment dire que Philop Media est aux avant-postes pour bénéficier d'un gisement de croissance considérable dans les années à venir. On apporte une réponse concrète et adaptée aux enjeux communs, à la fois des annonceurs locaux et nationaux. Je répète encore une fois, c'est important pour le côté résilient. La répartition 70% local, soit 30% national en valeur, 95% en local, 5% en national quand on parle de volume. Les annonceurs locaux, tout simplement, ils ont peu d'alternatives au niveau hyper local. On est vraiment le seul média qui dispose de son, d'une captivité, d'une expérience vraiment one-to-one, et on leur permet, de par notre mode de commercialisation, d'avoir une stratégie de communication annuelle qui travaille énormément la notoriété et qui est quasiment indolore, en fait, de par le fait qu'on prélève 12 échéances sur l'année, quasiment indolore pour la taille de clientèle qu'on adresse. Pour les annonceurs nationaux, on a une communication qui est différenciante à la fois par le message, mais également par le support. Un ROI qui est fortement amélioré du fait qu'on est capable de cibler vraiment les campagnes et d'optimiser en fait le choix de stations. Typiquement, quand on adresse McDonald's aujourd'hui, McDonald's va nous demander de travailler que dans les stations qui sont à 1 km d'un de leurs restaurants. On est capable de le faire aujourd'hui et donc fortement, le ROI est fortement amélioré. C'est vraiment la même méthodologie qui est à la mode aujourd'hui et qui est en train de prendre son essor, la méthodologie de la télé segmentée à laquelle on s'apparente vraiment complètement. Quand on s'intéresse maintenant à la concurrence au niveau européen et au niveau international, monde après, tout d'abord en France, on n'a vraiment aucun modèle équivalent qui existe sur le marché. Donc on est vraiment le premier réseau en France. En Europe, il y a quelques acteurs locaux, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg notamment. La Suisse, la particularité, c'est qu'ils adressent uniquement les vendeurs de cigarettes et les vendeurs d'alcool. Donc vraiment des annonceurs qui sont complètement interdits à la fois par la loi, mais également par nos convictions en France. L'exemple à suivre, c'est vraiment Gas Station TV aux États-Unis, GSTV, qui est un acteur américain, comme je viens de le dire, qui s'est lancé en pilote à Dallas avec 5 stations dans les années 2006, quand nous, on étudiait sur les bancs de la fac le projet, qui se sont lancés, qui ont aujourd'hui 25 000 stations-service équipées sur l'ensemble du territoire américain. Donc, ils ont fait x20 en 10 ans. L'actionnaire de référence de cette société, Onex Falcon et Rockbridge, qui sont gages vraiment de crédibilité de cette société. Manuel, je te rends la main pour que tu évoques notre stratégie et nos perspectives de développement pour les années futures. Voilà, alors effectivement, vous allez pouvoir le constater, vous voyez apparaître sur le slide 3 axes de développement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, toutes les promesses qu'on vous fait, on les fait en fait sur le premier axe. Le premier axe qui est ce qu'on maîtrise, ce que nous faisons, ce que nous sommes certains effectivement de pouvoir vous délivrer, parce que ça repose globalement sur presque 7 ans d'expérience. Donc, notre premier axe, l'axe majeur que je viens d'évoquer, ça va consister à déployer 550 stations supplémentaires sous 2 ans. L'idée, c'est de faire passer le parc de 630 stations à 1180. Et à partir de 2026, éventuellement 2025, notre volonté est de répliquer la stratégie de déploiement à l'international.
Le second axe, c'est de diversifier les sources de revenus. On va développer une approche qui est digitale, physique par nos écrans et digitale sur les réseaux sociaux, voire même d'autres services. Et enfin, ça c'est notre idée qu'on a en tête depuis à peu près 2 ans. On veut devenir le média de la mobilité automobile multi-énergie. Nous sommes leaders sur le thermique et on veut le devenir sur l'électrique et l'hydrogène. Premier axe, je viens d'en parler, déployer 550 stations de plus pour passer à 1180 stations et atteindre 10 millions d'audiences d'automobilistes par semaine. Il faut savoir qu'on a un parc automobile en France qui est 32 millions de véhicules et on estime qu'il y a 20 millions à peu près de véhicules qui roulent chaque semaine. Ce qui veut dire que dans quelques années, dans 2 ans, on sera en mesure de toucher 50% de cette cible, ce qui est effectivement un taux qui est assez important. Enfin, aujourd'hui, on est en contact avec l'ensemble du marché, l'ensemble des marchés de la distribution de carburant qui nous connaissent et qui ont envie effectivement de travailler avec nous. Après 2025, on aura un objectif qui consistera à aller chercher encore 1250 stations pour déployer notre parc et être vraiment présent effectivement de partout, en fait, de partout sur l'ensemble des zones d'influence. On a un marché aujourd'hui avec une estimation prudente en France qui est estimée à 60 millions d'euros. Le second axe, effectivement, dans cette stratégie de dupliquer le modèle sur les stations-service, c'est l'international. On a la volonté, effectivement, d'aller en Allemagne, au Benelux, et on a eu la chance, surtout la Belgique, enfin la Benelux, oui, on a eu la chance de bénéficier d'un programme d'accompagnement de la part de Total, qui s'appelle Total Pool PME, qui nous a permis de rencontrer en fait les dirigeants de la Belgique et de l'Allemagne et de s'apercevoir que les usages en termes de carburant sont les mêmes, c'est vraiment des pays voisins pour ceci. Et les modèles de pompe à essence sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on est vraiment en capacité de déployer nos écrans là-bas de manière assez simple. Il se posera ensuite la question de se dire pour ces pays-là, est-ce qu'il est plus intéressant de faire une JV, une joint venture avec une entité déjà présente sur site, voire même de procéder à une croissance externe. Le marché européen, pareil, nous avons effectué des approches mesurées, raisonnables. Le marché européen sur les 4 pays que je viens d'évoquer, donc c'est-à-dire l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et l'Espagne, est un marché qui est estimé à 180 millions d'euros. Enfin, sur ce secteur d'activité-là, la promesse qu'on vous fait, c'est une promesse qui repose sur des années d'expérience, sur un métier qu'on connaît parfaitement, on connaît les métriques. On a une structure commerciale qui est en place et qui, effectivement, aujourd'hui, sait rentabiliser les investissements. Second axe stratégique, on va diversifier les revenus. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a déjà 8 personnes qui sont en place et pour réaliser et programmer ces contenus sur les réseaux sociaux. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que l'axe du social media aujourd'hui en France, comme le DOH, c'est qu'il y a un secteur d'activité qui connaît vraiment des croissances à 2 chiffres, des croissances importantes. Donc, c'est des produits de communication qui aujourd'hui ont vraiment le vent en poupe. Ce qu'on peut dire, c'est que ce produit-là, l'intérêt, ce n'est pas tant la valeur qui va créer le montant de chiffre d'affaires, c'est surtout le fait de se dire que plus on va proposer de produits à nos clients, à la fois diffusion sur les écrans, diffusion sur les réseaux sociaux et peut-être d'autres choses dans les années à venir, plus ces clients, en fait, ils deviennent fidèles. Et aujourd'hui, on a un taux de fidélité qui est de l'ordre de 40% et notre objectif, c'est de le monter à 50%, voire plus, mais l'objectif, en tout cas, c'est 50%. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, plus vous proposez de services, plus les clients, je vous le dis, restent fidèles. Enfin, un sujet que vous devez tous attendre, puisque la semaine dernière, vendredi dernier, il y a eu un sujet effectivement avec le Parlement européen qui a validé l'interdiction de véhicules diesel et essence à partir de 2035. Alors oui, effectivement, à partir de 2035, on ne vendra plus de voitures avec ce type de carburant. En revanche, à partir de 2035, on continuera à vendre de l'essence. Du diesel, certainement pas, peut-être pas, mais en tout cas de l'essence, c'est sûr. Ce qui signifie que, d'après les prévisions qui sont données par Total, jusqu'en 2050, il y aura de la distribution de carburant classique comme on le connaît aujourd'hui. Ce qui est fort à prévoir, c'est qu'une station-service du futur, elle sera hybride. Vous aurez la possibilité de venir faire un plein d'essence si vous le souhaitez. Vous aurez la possibilité de faire un plein d'hydrogène et vous aurez la possibilité de recharger votre voiture aussi sur une borne électrique. Pour ce qui est d'hydrogène, on a un business model qui finalement sera assez similaire à ce qu'on fait aujourd'hui, avec un temps d'attente qui sera même un peu plus long et toujours un automobiliste qui sera obligé effectivement de rester à côté de sa pompe, de son véhicule, pour des raisons de sécurité, pour surveiller le process de livraison d'hydrogène. Voilà. Donc, vous avez bien compris, essence, thermique ou hydrogène, on est sur une translation somme toute assez simple. Le vrai sujet, il est sur l'électrique.
Aujourd'hui, l'électrique, c'est une recharge longue. La personne sort de son véhicule, débloque la borne, vient brancher la prise sur le véhicule et s'en va. Parce qu'une recharge, au mieux, c'est 20 minutes pour vraiment faire un complément de recharge, mais généralement, on est plus sur 40 minutes, voire un peu plus longtemps. Personne ne reste dans sa voiture, personne ne reste à proximité de la pompe, donc aucun intérêt de mettre un écran sur la pompe. Notre volonté, elle a été co-construite avec un certain nombre de distributeurs qui nous ont exposé 2 contraintes. La première, comment matérialiser l'existence d'une station-service sur un lieu. Comment est-ce que finalement on arrive à créer une sorte de réflexe pavlovien qui consiste à dire, quand je vois ce type d'éléments, ça veut dire qu'il y a une station électrique sur l'hypermarché. Et puis, seconde contrainte que nous ont exposé les distributeurs actuels, nous ont dit, on va être obligé de se mettre à jour puisque la norme européenne va nous imposer pour l'ensemble des modes de recharge d'avoir une norme qui est commune. Et cette norme, c'est quel va être le coût de ma recharge, quel que soit le mode, par tranche de 100 km. Donc, on a eu l'idée, pour répondre à ces 2 contraintes, de réinventer le totem de la station-service, le totem que vous connaissez actuellement depuis votre enfance, depuis des années, avec un totem qui est posé au bord de la route et qui va effectivement vous donner des informations sur le litrage de carburant. Nous, notre volonté, effectivement, notamment sur les parkings d'hypermarchés, c'est de déployer ce totem-là. Sur ce totem-là, ce totem-là, c'est un mât de 2,30 m avec un panneau de 2 m². Cet écran-là, il aura pour fonction sur 1/4 de la surface de l'écran de vous donner des informations. Donc, quel est le coût de la recharge de 100 km? Combien de places sont disponibles? Et par exemple, quel est le temps moyen qu'il va falloir observer pour qu'une borne, en fait, tout simplement, puisse se libérer. Donc, ça, aujourd'hui, effectivement, ce plan est là pour nous. Et le gros avantage pour nous, c'est qu'on va démultiplier l'audience. Au lieu de se contenter aujourd'hui de 1500 personnes par station, aujourd'hui, avec ce type de dispositif, on est visible de la part de l'ensemble des personnes qui se rendent en voiture sur le parking de l'hypermarché. Et ça nous permettra effectivement de ne plus toucher 1500 personnes par jour et par station, mais plutôt 15 à 20 000 personnes. Je vais vous parler de notre feuille de développement, de déploiement, la feuille de route. C'est les 2 dernières slides. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la promesse qu'on vous fait aujourd'hui sur le chiffre d'affaires, sur notre volonté d'atteindre 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, on l'a fait sur ce qu'on maîtrise, ce qu'on sait, c'est-à-dire l'axe de développer des stations en station-service. Donc, 2022-2023, c'est assez simple. L'idée, c'est de déployer 350 stations supplémentaires. Et sur l'axe 2023-2024, c'est d'en rajouter 200 en complément. Je vais laisser la parole à Aurélien qui va vous parler de quelques objectifs financiers. Oui, merci Manuel. Les objectifs financiers, ils sont clairement définis et ils sont simples. Le chiffre d'affaires en 2021, 6,8 millions d'euros, je le rappelle, avec une marge d'EBITDA retraitée à 16,5%. L'objectif affiché grâce aux 550 stations que nous allons déployer d'ici 2025, c'est un CAGR du chiffre d'affaires qui sera de l'ordre de 40%, qui nous permettront d'atteindre un chiffre d'affaires de 26 millions et une marge d'EBITDA de 35%. Enfin, les 2 axes sur la feuille de route, comme on les a évoqués tout à l'heure, on a lancé Digital Ad, la programmation des contenus, des annonceurs locaux sur les réseaux sociaux. L'objectif 2022-2023, c'est de porter cette offre-là à un niveau de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On connaît effectivement aujourd'hui déjà de très très bons développements et c'est une offre qui est de plus en plus souscrite. Donc, on est relativement confiant sur ce point-là. Et enfin, notre motivation, notre vocation, notre leitmotiv pour les années à venir, on a envie de devenir le média de la mobilité automobile multi-énergie. On a discuté aujourd'hui avec beaucoup d'acteurs, Total Energy, Air Liquide ou HRS, parce qu'on a la volonté effectivement d'être présent sur ce marché-là. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas cette année, l'année prochaine, mais effectivement, on a commencé à prendre des positions assez intéressantes et à nouer des alliances stratégiques. Pour finir, la dernière slide, où on va évoquer effectivement les raisons, les points clés d'investissement chez Philips Media. Alors, vous l'avez compris à travers de tout ce qu'on a dit, on a un concept aujourd'hui qui est innovant et qui est unique en France. À chaque fois que vous allez pouvoir des écrans, c'était nous. On a le plus grand réseau média DOH extérieur avec son implanté en Europe. On a une fiabilité de la mesure d'audience qui est conséquente. Aujourd'hui, quand vous passez à la pompe, il y a un ticket de caisse qui est émis à chaque fois que vous prenez du carburant. Un ticket de caisse égale une audience. On a des fortes barrières à l'entrée. Alors, il y en a une qui est très matérielle, qui est très concrète. L'autre qui est effectivement un peu moins concrète, mais qui est pourtant certainement la plus forte.
La plus concrète, c'est un contrat de 6 ans avec les anciennes partenaires, avec Total, avec Carrefour. Et la moins effectivement évidente, mais pour moi la plus forte, c'est qu'on a un portefeuille de 3000 clients locaux, régionaux et de temps en temps nationaux, qui nous permet effectivement aujourd'hui d'être assez serein sur notre développement parce que les très grands afficheurs ne savent pas aller chercher les clients locaux, ne savent pas aller chercher la typologie de clients que nous avons. Enfin, on vous l'a prouvé, le Covid l'a prouvé, notre croissance aussi l'a prouvé, avec 660% de croissance entre 2016 et 2019. On a un modèle qui est prédictible. On vous a dit que chaque année, on a une partie des annonceurs locaux, régionaux et même nationaux qui reconduisaient leur effort sur notre réseau avec un taux de fidélisation qui est en constante augmentation. On a un modèle qui est facilement duplicable à l'international d'un point de vue vraiment technique. Et ça, insistons, parce que je pense que l'époque post-Covid nous a vraiment effectivement appris à quel point l'humain, les équipes étaient importantes et c'est ce qui faisait effectivement tourner les sociétés. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que cette croissance, elle n'est pas voulue uniquement par les 4 dirigeants qui sont là depuis 2011, mais elle est voulue par toute une équipe qui est très motivée, qui a envie de s'impliquer, qui a envie d'aller plus loin. Et cette équipe-là, aujourd'hui, elle a une capacité à délivrer dès le premier jour. C'est-à-dire que quand on va réaliser de nouvelles installations, on ne connaîtra pas effectivement les différentes problématiques qu'on a connues au début. On va être en mesure de remplir nos écrans avant même de les avoir installés, parce que c'est notre politique aujourd'hui, c'est d'aller voir les clients déjà présents pour leur proposer en exclusivité les nouveaux espaces. Et je peux vous dire qu'on a déjà eu l'occasion de réaliser ces événements-là, de nouvelles installations, et les résultats, effectivement, sont surprenants et permettent d'avoir une croissance qui va très, très vite. Donc, pour conclure, sur nos perspectives ambitieuses et assurées, la première, c'est qu'on a un CAGR du chiffre d'affaires de l'ordre de 40% de 2021 à 2025. Ensuite, on a déjà opéré une diversification des revenus avec le digital ad. Et enfin, on est un média qui est engagé dans la transition écologique. On veut développer des supports multi-énergie. Comme j'ai dit tout à l'heure, on veut devenir le média leader sur le segment de la mobilité automobile multi-énergie, que ce soit thermique, électrique ou hydrogène. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ce moment. J'espère qu'on a été très clair. Et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Il y a effectivement quelques questions, notamment pour être un peu plus précis, sur la concurrence et notamment sur Jean-Claude Decaux. Est-ce que Jean-Claude Decaux peut viser le même marché que vous et se positionner pareil que vous, ou même vous racheter, ou comment voyez-vous par rapport à Jean-Claude Decaux et par rapport à la concurrence en général? Alors, Jean-Claude Decaux, son entreprise, c'est une entreprise, JC Decaux, qui aujourd'hui, globalement, fait 3,2 milliards. Ils ont dû perdre un tout petit peu, mais c'est quand même une grosse entreprise côté au CAC 40. C'est une entreprise avec laquelle on entretient d'excellentes relations. Pour nous, c'est un modèle, très clairement, on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, c'est un exemple de réussite à tout niveau. C'est beau, c'est bien entretenu, il y a une certaine rigueur, il y a toujours de la créativité. Donc, on a un vrai respect, un profond respect pour cette entreprise-là. Aujourd'hui, JC Decaux, quand vous analysez sa stratégie, ce n'est pas du tout ça. Aujourd'hui, sa stratégie, JC Decaux est avant tout un pourvoyeur de solutions pour les communes, les collectivités. C'est-à-dire que son objectif, c'est de déployer de l'abribus, c'est de déployer du vélo, de la solution de mobilité, etc. On pourrait effectivement tout à fait considérer que JC Decaux serait amené à installer des bornes avec des écrans publicitaires dans les centres-villes, à proximité de ces zones vélo, etc. Tant mieux. Franchement, honnêtement, tant mieux, parce que nous, notre terrain de chasse, ce n'est surtout pas le centre-ville. Nous, c'est les périphéries, c'est les zones d'activité commerciale. Et aujourd'hui, de ce qu'on en sait en tout cas, on n'est pas du tout effectivement dans la ligne de mire stratégique de JC Decaux. Et je pense qu'au contraire, ça peut même être une super opportunité pour nous, un excellent driver, parce que s'il développe de l'affichage publicitaire avec des bornes de recharge électrique, effectivement, tout le marché en fait pourrait en bénéficier. D'accord, merci. Il y a aussi des questions qui sont relatives à pourquoi une introduction en bourse. Donc, il y a bien sûr le besoin de faire une levée de fonds, mais pourquoi pas le private equity ou autre chose? Qu'est-ce qui vous a motivé particulièrement sur cette introduction en bourse? Alors, 3 axes qu'il faut retenir. Le tout premier, c'est qu'on est une entreprise de croissance. Qui dit entreprise de croissance dit besoin constant effectivement d'évoluer, de se structurer. Aujourd'hui, il est clair que la bourse vous amène une structuration vraiment, pour le coup, endogène qui est évidente. Avant même d'être introduit, vous êtes obligé de cocher un certain nombre de cases, de montrer votre organisation. Et je peux vous dire qu'avant même d'avoir été introduit, on a fait des progrès. Je pense qu'on a progressé comme on aurait progressé en 2 ou 3 ans. Donc ça, c'est la première raison, c'est la structuration.
La deuxième chose, c'est la notoriété. La notoriété, aujourd'hui, il faut bien se dire que le seul acteur de notre segment qui est coté, c'est JC2Co. Donc, encore une fois, je le répète, un exemple à suivre pour nous. Et le fait, effectivement, d'être la deuxième entreprise de notre secteur d'activité qui est cotée en termes de notoriété, ça nous permet à la fois au niveau des partenaires et des annonceurs de gagner un crédit et une notoriété qui est pour le coup fantastique. On le constate déjà. En troisième lieu, il y a un phénomène qui est effectivement pour le coup pas anodin, puisque Philip Media aujourd'hui, comme on est placé, on a une volonté de se développer. Et qui dit développement dit croissance externe. Et la bourse va nous permettre effectivement d'avoir un accès permanent aux liquidités afin de mener l'ensemble de ces opérations. D'accord. Il y avait aussi quelques questions relatives à l'introduction en bourse. Donc, effectivement, je donne la réponse. Le titre est proposé à 10 €. Quelle était la valorisation de la société? Alors, on a une valorisation pré-monnaie qui est de 20 millions d'euros. D'accord. Et chose importante aussi, c'est que dans le montant que vous souhaitez lever, en fait, il y a une partie qui est déjà assurée ou qui est déjà couverte. Oui, tout à fait. On a deux fonds qui ont déjà souscrit à des obligations qui seront convertibles automatiquement au moment de l'introduction en bourse, donc le 24 juin. D'accord. Et donc, à quel montant Alors, 6,5 millions d'euros. Donc, ça représente 65% de la demande initiale en ne tenant pas compte de la clause d'allocation et de surallocation et d'extension. D'accord. Alors, je rappelle effectivement qu'on peut souscrire jusqu'au 23 juin. Effectivement, qu'on a un PEA, un PEA PME ou un compte titre et qu'on peut le faire directement en ligne sur EasyBourse depuis l'espace dédié aux introductions en bourse ou depuis sa messagerie où vous avez reçu un message et qu'il n'y a pas de frais de courtage. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions. Merci beaucoup à vous deux. C'était très concret, très pratique. Je crois que je vais regarder maintenant les stations-service sous un autre, sous un autre regard. Merci donc encore une fois. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour l'introduction en bourse et pour la suite de vos aventures. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci. Bonne journée, au revoir.